Bonjour le Bénin, bonjour à toutes et à tous. Immense plaisir de vous retrouver comme tous les autres jours sur 5 sur 7 matin. Nous sommes aujourd'hui mardi 25 mars 2025 et aujourd'hui nous allons vous parler une fois encore santé, environnement. Au menu du débat, on s'intéresse à l'eau. C'est l'un des objectifs de développement durable fixés par l'ONU pour 2030. Un objectif qui semble d'ores et déjà hors d'atteinte pour, on va le dire ainsi, un certain pays. L'accès à l'eau potable constitue un enjeu majeur pour ce troisième millénaire. Au Bénin, l'État a mis en place un important dispositif pour une bonne couverture du territoire afin que les hameaux les plus anonymes soient irradiés. De grands bonds ont été réalisés en 9 ans, mais des insuffisances demeurent. Où en est-on aujourd'hui? Où en est le Bénin dans sa stratégie d'approvisionnement en eau potable? Eh bien, nous faisons le débat. Dans Mardi Santé, on continue de vous parler de tuberculose. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 8,2 millions de nouveaux cas de tuberculose ont été diagnostiqués en 2023, soit le nombre le plus élevé jamais enregistré depuis que l'OMS a commencé à suivre la maladie au niveau mondial en 1995. Des chiffres à la hausse qui inquiètent. Les spécialistes mettent l'accent sur le dépistage précoce pour parvenir à redresser la pente. Vous suivrez dans cette émission évidemment des témoignages d'anciens patients atteints de la tuberculose aujourd'hui entièrement guéris. Ça peut faire école et aider dans la lutte. 5 sur 7 matin, tout de suite et maintenant, le premier grand format de l'actualité sur Bénin Télévision, le bulletin d'information aujourd'hui de Fifame Salomé Atadidji. Elle a choisi un temps fleuri pour, on va dire, son entrée dans l'arène de 5 sur 7 matin. Fifame Salomé Atadidji, bonjour et bienvenue. Bonjour Eman Amégan. Comment allez-vous? Super bien. Merci. Ça va, un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Plaisir. C'est votre baptême du feu avec moi. Vous allez nous servir brillamment le petit déjeuner informatif. On y va. Exactement, mesdames, messieurs. Bonjour, bienvenue au bulletin d'information. Notre alimentation influence notre santé, bien ou mal. Les légumes sont du bon côté. Ce sont de bons alliés pour notre santé. Aux côtés des organismes officiels publics qui luttent pour la bonne santé des populations, l'organisation Global Alliance for Improved Nutrition en fait son cheval de bataille et sensibilise. Elle y consacre un programme d'alimentation basé sur les marchés PASIMA. Gilles Danso. Au Bénin, la consommation moyenne des fruits et légumes est estimée à 96 grammes par jour au lieu de 400 comme le recommande l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. L'association Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) veut corriger la tendance avec la mise en place du programme d'alimentation saine et d'intervention basé sur les marchés PASIMA. Et nous allons tous mettre les efforts pour non seulement nous assurer que les légumes sont disponibles au niveau du marché, accessibles sur le plan financier et des légumes qui sont normalement utilisés par les Béninois, les boma, les fontétés, le gombo, nénou. C'est des légumes qui existent chez nous et cette organisation s'occupe des problèmes de la nutrition, des problèmes de la malnutrition. Parce que nous avons un programme d'appui pour la santé des Béninois et nous croyons que les légumes sont très importants pour améliorer la santé des adultes, mais aussi des enfants en croissance. Un régime avec beaucoup de légumes diversifiés, c'est bien pour éviter des maladies et de stimuler la croissance des enfants. Pour l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, l'alimentation non équilibrée reste un frein au développement et à la croissance. En œuvre, le PASIMA facilite l'accès économique et physique aux légumes via les réseaux de distribution innovants et l'ANAN intensifie les campagnes de sensibilisation pour encourager la consommation par la population des légumes, notamment les groupes cibles.
Une visite des stands au sein du marché Ganri a permis de constater la diversité des fruits et légumes qui s'y commercialisent. Hier 24 mars, c'était la journée dédiée à la lutte contre la tuberculose. Le parcours des patients atteints de cette maladie est souvent semé d'embûches. Entre diagnostic tardif, stigmatisation sociale, le suivi rigoureux du traitement est de mise pour en sortir. Oui, car on peut en guérir. Fallon Kisezounon, Mathieu Sokenou et Ernest Tétégou ont fait une incursion au Centre national hospitalier universitaire de pneumophysiologie, Lazare, de Cotonou. On regarde. Séjour de consultation pour ce petit garçon. Brian, 10 ans, souffre depuis quelques jours d'une toux qui persiste malgré les nombreux traitements. Ce matin, accompagné de sa mère, le petit garçon vient alors pour un dépistage de la tuberculose. Je ne sais pas si c'est la tuberculose. On a dit qu'on va faire l'analyse pour voir. En l'espace de quelques minutes, Brian a passé les différentes étapes. Dans cette boîte, il y a déposé un échantillon de son crachat qui sera analysé au laboratoire. Les résultats seront disponibles dans au plus 24 heures. Un peu plus loin, cette paillote. Bonjour à tous. Merci d'être là pour la prise des médicaments. Vous avez gardé votre eau. C'est ici que sont accueillis les patients déjà sous traitement. Chaque matin à 7 heures, c'est le même rituel. Ils passent prendre leurs médicaments à jeun sous la supervision du personnel soignant. Parmi eux, ce jeune étudiant en fin de formation. C'est un matin, j'ai commencé par tousser. Bon, je pensais que c'est la toux simple. Donc je prenais les médicaments, mais ça n'arrive pas à guérir. Et c'est comme ça que je me suis rendu à Nazaré. Ils ont trouvé que c'était de la tuberculose. Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé au Bénin, environ 4000 nouveaux cas de tuberculose sont recensés chaque année avec plus de 300 décès. Des chiffres alarmants. Pourtant, la tuberculose se guérit. La prise en charge de la tuberculose est d'abord gratuite sur toute l'étendue du territoire. Le traitement dure 6 mois, dont 2 mois de phase intensive, c'est-à-dire que le patient vient à l'hôpital prendre ses médicaments tous les jours avec de l'eau, d'accord, et pendant 2 mois. Après les 2 mois, on fait un examen des crachats pour voir est-ce que sa maladie évolue très bien. Et puis après, on passe à la phase de continuation. Dans ce cas, on lui donne les médicaments et il va utiliser à la maison. Mais dans certains cas, les 6 mois de traitement ne suffisent pas. Cela nécessite alors une hospitalisation complète. Cette patiente, par exemple, séjourne ici depuis plusieurs mois. Mon premier traitement n'a pas marché. Les médecins ont donc souhaité que je sois hospitalisée pour un suivi plus rigoureux. Ils m'ont aussi fait comprendre que cet échec est dû au diabète dont je souffre également. Mais maintenant, je me sens beaucoup mieux. Le parcours pour guérir de la tuberculose est souvent semé d'embûches. Certains patients sont victimes de stigmatisation. Au Bénin, un dispositif est mis en place pour les accompagner. Ils peuvent compter sur une prise en charge psychosociale. La prise en charge psychosociale, c'est une relation d'aide qui vise à accompagner le patient au cours de son parcours de soins et également à améliorer sa qualité de vie. Le 24 mars, c'est la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Les spécialistes mettent l'accent sur le dépistage précoce. L'objectif du Bénin est de parvenir à réduire de 95% le nombre de décès liés à cette pathologie d'ici 2035.
Et on parle toujours de la tuberculose dans ce bulletin d'information. Fallon, qui sait ou non, a aussi couvert les manifestations officielles de la journée dédiée à la lutte contre la tuberculose. On y a sensibilisé le public aux conséquences sanitaires, sociales et économiques de cette pathologie. Mais il est aussi question de défis financiers pour prendre en charge les malades de la tuberculose. On regarde. Encore plus d'actions pour éradiquer ce mal, la tuberculose. Et c'est l'appel qui résonne encore aujourd'hui dans le monde, mais aussi au Bénin ce 24 mars. Ce thème vient nous rappeler que la tuberculose ne connaît pas de frontières et que c'est à ce prix, c'est au prix de notre engagement à nous tous, de l'investissement considérable que nous aurons à faire chacun à son niveau, et des actions que nous aurons à entreprendre, c'est à ce prix et à ce prix seulement que nous pourrons venir à bout. Mais n'oublions pas, la lutte contre la tuberculose doit être équitable, fondée sur les droits et centrée sur la personne. Conscient du problème de santé publique que constitue la tuberculose, de nombreuses actions sont mises en œuvre au Bénin pour en finir avec la maladie. La question du financement n'est pas non plus occultée. Le CNLSTP reste engagé dans cette lutte et en tant que récipiendaire de la subvention du Fonds mondial GC7, nous vous rassurons qu'à travers l'unité de gestion de la subvention, les investissements seront faits pour les actions de lutte contre la tuberculose. Finir avec la tuberculose qui vise à optimiser le dépistage de la tuberculose, notamment parmi les populations les plus vulnérables, à savoir les personnes vivant avec le VIH, les sujets diabétiques, les personnes privées de liberté, les enfants et les femmes enceintes. Cette cérémonie officielle a également permis de récompenser les meilleurs centres de traitement et de dépistage de la maladie et les directions départementales dans leurs efforts dans la lutte contre la tuberculose au Bénin. À cet effet, c'est la direction départementale de la santé de l'Atakora qui repart avec ce prix dénommé Prix Martin Yinafon. Parlons à présent d'éducation et de formation professionnelle. Le lycée technique et professionnel Koulibaly a abrité lundi dernier en matinée le lancement officiel de l'examen du CKP, entendez certificat de qualification professionnelle. C'est un sésame donné aux artisans pour s'insérer dans le circuit professionnel pour leur permettre d'exercer leur métier. Génia Lafouda Monsi Agbouka et Ramatou Lawani. 2490 candidats, dont 366 filles, planchent pour le certificat de qualification professionnelle 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est ici, au centre du lycée technique Koulibaly, qu'est officiellement lancée la composition. Nous avons cette journée du lundi qui est la journée de composition en connaissances théoriques, commune à tous les 18 métiers. Et ensuite, demain, après cette composition, l'anonymat, le secrétariat et les corrections de la phase théorique d'aujourd'hui sera faite. Mercredi, nous avons la phase pratique dans différents métiers avec les maîtres artisans, les maîtres professionnels dans les normes de l'art de chaque métier. Et jeudi, nous avons en même temps le secrétariat, la correction de la phase pratique. Vendredi, nous avons la délibération. Aux différents candidats qui composent dans tous les centres sur l'étendue du territoire national, nous leur adressons nos sincères encouragements. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à ceux du lycée Koulibaly, nous les invitons à garder confiance en eux, à rester concentrés pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Aux examinateurs et à toute l'équipe d'organisation, je voudrais rappeler la lourde responsabilité qui leur incombe. Donc leur engagement, leur rigueur sont essentiels. Les candidats sont répartis dans 33 centres. Cet examen
est le tout premier dans le cycle des tests de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle de cette année. Voyons à présent un reportage sur des femmes transformatrices de soja à Boïcon qui reçoivent des parchemins. Tout en étant en activité, elles mettent un point d'honneur sur le renforcement de leurs compétences. À la manœuvre, le cercle des promoteurs de l'entrepreneuriat et des arts. Derrière, il y a une ambition de rendre ces femmes transformatrices plus autonomes au plan économique. Pierrette Adanyossi et Ernest Tétégou. Elles sont une quarantaine de femmes à bénéficier de 3 jours de recyclage en transformation de soja, une initiative portée par le Cercle de promotion de l'entrepreneuriat et des arts, soutenu par le Fonds de développement de l'artisanat. Aujourd'hui, il y a une dynamique en place, la dynamique de la promotion, de la valorisation, de la révélation du plein potentiel de la femme. Et CEPRIA s'inscrit dans cette vision portée par le président Patrice Talon pour inciter les femmes à entreprendre, d'une part, et d'autre part, à encourager celles qui sont déjà dans l'entrepreneuriat à avoir des résultats concrets. Parce que le drame sera le suivant, vous aurez des femmes qui sont dans l'entrepreneuriat, mais sans résultat, elles vont se décourager. Donc CEPRIA est là comme béquille, comme appui pour donner les outils, les formations, les techniques qu'elles peuvent mettre en œuvre pour pouvoir rentabiliser leurs activités. On nous a appris comment transformer du soja au fromage. Au préalable, comment entretenir le soja et comment les personnels devraient être, l'environnement, les équipements, et comment faire pour pouvoir vendre notre fromage plus cher. Vraiment, nous sommes très satisfaits de cette formation. Comme le gouvernement fait, nous voulons encore la promotion plus des femmes. Vous voyez, donc cette activité épouse parfaitement ce qui est fait au niveau national. C'est pour cela que j'ai accepté d'être le parrain de cette activité parce que ça ressemble à ce qui se fait là-haut. Et ce qui se fait là-haut étant bon, nous essayons de mettre nos petits pas dans les grands pas du chef de l'État. Cette formation des femmes artisanes transformatrices de soja de Boïcon n'est que le début d'une série, promettent les responsables du Cercle de promotion de l'entrepreneuriat et des arts. Veille autour des offres de formation professionnelle et technique au Bénin. Nous allons sur les traces du ministre conseiller à l'enseignement technique et à la formation professionnelle dans l'Ouémé et le Plateau. Dernière étape de cette tournée dans les 2 départements, la visite du lycée technique et professionnel de Porto Novo et le centre Songaï. Reportage Vitis Arouché et Miché Elegbe. Aide d'honneur au ministre conseiller à la formation professionnelle au lycée technique et professionnel de Porto Novo. Cet établissement, créé en 1976, occupe une place de choix dans la stratégie nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Sur place, les ateliers de pratique sont visités. L'objectif du gouvernement est de donner un coup d'accélérateur au fonctionnement de ces ateliers avec 70% de pratique et 30% de cours théoriques. L'accent est également mis sur la révision des curricula de formation. Comment comprendre, chers apprenants et chers enseignants, que sur un cycle de 4 ans en bâtiment et travaux publics, on ne commence pas à apprendre à faire les briques en 3e année. Chez un chef maçon normal, quand vous confiez un enfant de 16 ans, qu'est-ce qu'il fait pendant la première journée? Il va ramasser du sable, faire le mélange, et au bout d'une semaine, il commence par faire des briques, ce qu'on appelle les agglos, sans faute. C'est tout ça que nous devons revoir pour que ça devienne logique. Dans les écoles de métiers et centres de formation professionnelle, l'acquisition véritable du savoir-faire doit être la priorité des apprenants, d'Exit Expédie Wessou face aux élèves du lycée technique et professionnel de Porto Novo. Le message fort que le ministre a porté de la part du président de la République, c'est que le lycée va changer de visage. Ça va changer de visage en termes du profil d'entrée des apprenants, en termes de la reformation des curricula et en termes aussi des profils de sortie. Avec la construction
d'un lycée technique avec une dimension internationale, ça vient régler un tant soit peu le problème de l'inadéquation formation-emploi. Autre lieu du savoir visité par le ministre conseiller à l'enseignement technique et à la formation professionnelle à Porto Novo, le centre Songhai. Les unités de formation et de production dans ce centre laissent voir les merveilles qu'elles génèrent. De son côté, le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines a poursuivi sa tournée de visite des chantiers en cours dans le département du Mono, notamment à Komé et Bopa, Houéogbe et Atiémé. En compagnie du ministre conseiller Romaric Ogoualé, ils sont allés voir la situation d'accès à l'eau des populations. Igor Ayosso et Ulvaeus Balogun. Ça fait 9 postes au total, monsieur le directeur général. 9 postes. Et aucun n'est exploité convenablement pour soulager les peines des populations. Le lundi, le ton est presque martial. Pour cette période transitoire, quel est l'impact de ces investissements sur les populations quand un gouvernement mobilise autant de ressources pour améliorer la qualité de l'énergie, la disponibilité de l'énergie, et que vous ne trouvez pas des solutions rapides pour satisfaire les populations? Paulin Akponan appelle à la célérité de la communauté électrique du Bénin CEB et de la Société béninoise d'énergie électrique SBEE pour répondre aux besoins des populations. Ici, au poste de transformation électrique de Komé. Donc ce que vous me proposez, ce n'est pas des intentions. Je ne veux pas un catalogue d'intentions. Je veux un chronogramme bien fait avec des dates précises que nous allons discuter avec les techniciens qui sont concernés pour que d'ici très rapidement, avant le mois de juin, que l'impact se sente véritablement sur le terrain. C'est très important parce que c'est les mêmes problèmes qu'on constate partout. Disponibilité de l'énergie grâce aux investissements du gouvernement, mais aucun impact sur la population. Nous devrions corriger ça le plus rapidement possible. De Komé, cap est mis sur Bopa pour une visite à la source thermale de Posotomé. Ensuite, descente sur les chantiers des systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillages de Lobogor, d'Agboji, de Honhwe et de Daré. Site par site, ici on est autour de 40% au niveau de la station. Voilà. Au niveau du réseau, on est à 85%. Au niveau du château, on est à 70%. Je vous avoue, dans le domaine de l'eau, mon gouvernement a fait beaucoup à Bopa et je le remercie beaucoup. Je remercie le président Talon pour l'idée géniale qu'il a de doter les arrondissements des systèmes d'approvisionnement en eau potable. Bopa en a eu 4. 1 à Boudji, 2 à Badazui, 2 autres en construction à Lobogo et à Yagodoué. Et je pense qu'avec cette solution de proximité et ces stations qui sont installées pour desservir plusieurs villages à la fois et même amener l'eau aux citoyens où qu'ils se trouvent dans sa concession, pour moi c'est une révolution qui mérite quand même d'être témoignée. Même si le bilan est globalement satisfaisant, un point d'étape est fait au détour de cette séance de travail. C'est ça que je veux saluer le génie de ce que j'ai vu ici cet après-midi. Ça commence par me redonner espoir et me donne déjà de la joie dans mon cœur parce qu'il y a des bonnes fontaines qui immédiatement, dès que ces châteaux-là, avec tout ce qu'il y a autour, se met en exploitation ou est livré comme ça, c'est avec de l'eau à la population. Et ça me redonne espoir parce que j'étais complètement abattu, découragé de voir que nous avons de l'énergie stockée, mais qu'on n'utilise pas. Maintenir le cap, tel est donc le leitmotiv. Et au terme de leur visite de terrain dans le département du Mono, le ministre conseiller Romaric Ogoualé a fait le point de la tournée et relève des avancées majeures pour l'accès durable à l'eau et à l'électricité dans les localités sillonnées. Il est au micro de Ulvaeus Balogun et Igor Ayosso. Spécifiquement, c'est une tournée dans le département du Mono parce que nous avons parcouru toutes les communes en compagnie de l'autorité départementale, le préfet, et à chaque étape, nous avons rencontré les maires qui étaient disponibles à accompagner sur les différents sites des 2 secteurs
majeurs, à savoir le secteur de l'eau et le secteur de l'énergie. Il s'agit pour cette délégation du ministère de l'énergie, de l'eau et des mines d'aller constater sur le terrain de façon physique toutes les réalisations dans le département. Il s'agit de mettre en cohérence les chiffres des rapports qui sont faits au ministre et les réalisations physiques. Et nous sommes contents, rassurés sur tout ce que nous avons vu. Parce qu'aujourd'hui, à travers les réalisations que nous avons vues de façon physique, dans le secteur de l'eau, on peut considérer que les questions de disponibilité sont réglées définitivement dans ce département. Et ceci peut être superposé à l'échelle nationale. De même, dans le secteur de l'énergie, tout ce qui est fait en termes de réalisation de postes, que ce soit à Comé et à Tiémé où nous sommes rassurés que les questions de disponibilité dans ce secteur aussi de l'énergie est définitivement réglée. Ce qui reste, il s'agit de mettre en synergie pour travailler pour que l'accès, c'est-à-dire que ce soit l'énergie et l'eau, aille vers les populations. Ce qui est un indicateur majeur pour le gouvernement du président Patrice Talon. Chers téléspectateurs, c'est tout pour ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Je vous retrouve demain matin avec le même plaisir. Merci Fifame Salomé Atadedi. Vous passez une excellente journée du mardi. Merci. À demain, je suis 5 sur 7 matin. Juste après vous, on reçoit Marcel Arrossi pour la revue des titres. Il va lire pour nous très rapidement les journaux. Le temps de le recevoir en fin d'émission tout de suite. La revue des titres de Marcel Arrossi. Marcel, bonjour. Erwan, bonjour. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Très bien, merci. Avec vous, donc, on va parcourir les journaux que nous démarrons aujourd'hui par le quotidien du service public. Tout à fait. La revue des titres. Voici donc les grands titres des journaux parus et parvenus à notre rédaction. En attendant la revue de presse La Nation, progrès dans les secteurs du commerce et de l'industrie. Une révolution qui fait la fierté du pays. Appui aux médias au Bénin. Une délégation de l'AFD et de CFI en audience à la HAC. Fonction de magistrat de la Cour suprême du Bénin. La liste des magistrats déclarés aptes par ordre de mérite est à retrouver dans la parution du jour pour le quotidien de service public. Le matinal aujourd'hui, renforcement du système d'alimentation en eau potable de Savet, Dassa et Glazoué. Un gigantesque ouvrage à Ayeyoko, les vannes ouvertes désormais avec une forte capacité de production. Denis Obachabi, maire donc de Savet, d'ici nous avons de l'eau pour 50 ans au moins. Gilles Rondolo, la rareté d'eau conjuguée au passé, lui, il est maire de Glazoué. Akponan, Yahwedeu, Ayadi et compagnie, admiratifs tous. Deuxième test d'aptitude aux fonctions de conseiller et d'avocat général de la Cour suprême. Liste des 19 magistrats admis. Fraternité aujourd'hui, eau et assainissement au Bénin, l'heure des bons réflexes. Félix Adenka, environnementaliste, d'ici, on est passé de 43% d'accessibilité à l'eau potable en 2017 à 80% en 2024. Matin libre, interdiction répétée des rassemblements de l'opposition, le plan secret du pouvoir selon les démocrates. Nous allons dans le calme les dérouter, promet le parti de Yahi à la une du quotidien Matin libre. Le champion Bénin contre Afrique du Sud aujourd'hui, gagné à tout prix. C'est une opération GTP qui attend le commando Guépard au Félicia si le Bénin doit continuer par rester à la tête du groupe C des éliminatoires du Mondial 2026. Les Guépards doivent gagner à tout prix selon le champion.
Le pays émergent, 6e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Bénin, Afrique du Sud sur un air revanchard et pour la suprématie du groupe C. Le meilleur aujourd'hui, loterie nationale du Bénin, 58 ans de jeu, d'engagement et d'impact social. Le leadership du DG Gaston Zossou porte ses fruits selon le journal. Renforcement de l'efficacité du contrôle financier et de l'audit des finances publiques. Une délégation de l'Assemblée nationale du Bénin s'imprègne de l'expérience française. L'économiste du Bénin à présent produit congelé, le Bénin opte pour la promotion de la filière volaille. Cotation historique des obligations de mezzanine, 160 milliards de francs CFA pour l'UEMOA grâce à la BOAD, Banque Ouest-Africaine de Développement. Le pays émergent à présent, 6e journée des éliminatoires du Mondial 2026, Bénin, Afrique du Sud, sur un air de revanchard. C'est une répétition peut-être pour pousser à la victoire forcée. Le pays, depuis le Burkina Faso à présent, appelle à la formation d'un gouvernement d'union nationale en RDC quand des poids lourds de l'opposition refusent d'aider Tshisekedi à porter son fardeau. Le pays encore, reprise du palais présidentiel par les hommes du général Al-Bourhan, un tournant décisif dans la guerre au Soudan. Ouakatsira aujourd'hui, RDC, Lorenzo refuse de boire le calice de la frustration jusqu'à la lie après 2 rounds perdus au point, mais dont il ne sort pas moins groggy. Luanda jette l'éponge, le ring de la médiation qu'il essaie de mener depuis 2 ans déjà. 20 minutes aux États-Unis, un journaliste reçoit par erreur les plans de guerre de l'administration Trump. La Maison-Blanche confirme selon le quotidien Radio France Internationale. Au Sénégal, le FMI évoque une dette cachée d'environ 7 milliards de dollars entre 2019 et 2024. Une dette d'un montant total de 7 milliards de dollars environ a été donc cachée par l'administration Macky Sall. Voilà qui est bien précis par l'administration Macky Sall, confirmant ainsi les conclusions de la Cour des comptes dans son rapport publié en février 2025. Il s'agit du FMI, Fonds monétaire international. RFI encore, est de la RDC, l'Angola annonce abandonner sa médiation entre Kinshasa et Kigali après plus de 2 ans de médiation donc entre les deux pays. Luanda annonce la fin de son rôle de médiateur. Jeune Afrique mine depuis 2 décennies. Le Cameroun essaie à travers quelques projets phares d'inscrire son nom sur la carte minière mondiale. Mais pourquoi le pays peine à tirer parti de son sous-sol? C'est un dossier spécial qui intéresse Jeune Afrique. Vous pouvez retrouver l'article dans sa parution. Voilà pour les titres. La revue de presse dans un instant. Merci Marcel Arrossi. On se retrouve en fin d'émission. Tout à fait. N'est-ce pas? Allez, à tout de suite Marcel. 5h07 matin, on prend une pause derrière. On retrouve Yasmine Damata pour sa chronique santé. À tout de suite. 5h07 matin, bienvenue dans Mardi Santé où on continue de vous parler de tuberculose. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, environ 8,2 millions de nouveaux cas de tuberculose ont été diagnostiqués en 2023, soit le nombre le plus élevé jamais enregistré depuis que l'OMS a commencé à suivre la maladie au niveau mondial en 1995. Des chiffres à la hausse qui inquiètent. Les spécialistes mettent l'accent sur le dépistage précoce pour parvenir à redresser la pente. Yasmine Damata, bonjour. Bonjour Rodrigue Améguan. Comment allez-vous? Ça va très bien. Bonjour fidèles téléspectateurs. Vous avez si bien planté le décor. La tuberculose reste la maladie la plus mortelle dans le monde. Et aujourd'hui, on va en parler avec nos invités qui sont en plateau. Nous avons un ancien patient qui a souffert de la tuberculose également, qui va donner son témoignage, et le médecin est à côté de lui qui va plus nous éclairer sur la prise en charge. Alors, on va commencer avec notre invité. Alors, dites-nous, Monsieur Kotoko Maounion Fabrice, pardon, vous êtes le président de l'Association des anciens patients tuberculeux du Bénin. Oui, bonjour Madame la journaliste, bonjour à tous. Alors, dites-nous, comment avez-vous découvert la maladie pour la première fois? Déjà, pour la première fois, j'avais un oncle à moi
qui a souffert également de la tuberculose. C'était bien après ça, près de 3 à 4 ans après, que j'ai eu également la tuberculose, mais sans le savoir, malgré que il y avait un oncle qui l'a fait à côté de moi. Et je l'ai eu quand j'étais étudiant. Et j'ai fait d'autres, je dirais, traitements sur près de 6 mois, sans savoir que c'était la tuberculose. Et c'était au cours d'une visite d'une amie à mon maman, qui était sage-femme, mais qui me disait le jour-là, mais dis-moi, est-ce que tu as par hasard fait le dépistage de la tuberculose? Puis les parents ont dit non, bon, c'est pas évident. Mais n'empêche, on va le faire demain matin. Et puis, dès que c'est fait, c'était positif. Et quels sont les symptômes qui ont le plus attiré votre attention? C'est beaucoup plus la fièvre nocturne, parce que dans la journée, vous vous sentez mieux. Mais à partir de 17h, 18h, la fièvre revient. Et puis, tard dans la nuit, il y a surtout la toux, d'accord, qui s'installe. Vous toussez pratiquement pendant toute la nuit. Et il faut attendre autour de 7h, 8h pour vous retrouver un peu. Et ça a des symptômes comme si c'était un simple palu. Vous faites le traitement du paludisme. Mais après, vous remarquez que, bon, c'est pas fini. Vous faites peut-être également le traitement d'autres maladies, parce que c'est pas évident que quelqu'un qui est à côté de vous remarque que déjà vous maigrissez. Donc il faut quelqu'un qui vous a vu peut-être il y a 2, 3, 4 mois pour vraiment dire, mais dis donc, qu'est-ce que tu as? Mais tu as perdu du poids, avant que l'on puisse vraiment remarquer qu'il y a déjà les symptômes qui étaient là, mais qu'on ne s'y rend pas compte. Sur ce plateau, toujours à côté de vous, nous avons le médecin Frédéric Alovo-Kwenwu. Vous êtes médecin au centre de prise en charge. Oui. Alors, dites-nous, hein, voilà ce que les signes qu'a cité notre ancien patient. Dites-nous, quels sont les autres signes qu'on peut remarquer sur une personne, à part le poids, bien sûr, à part la toux, la fièvre, quels sont les autres signes qui peuvent alarmer et inquiéter au point d'aller à l'hôpital? Merci beaucoup à vous pour l'opportunité que vous nous donnez de parler encore à nouveau de la tuberculose. Et notre ami a si bien dit, la toux, vous savez, la tuberculose touche majoritairement les poumons dans plus de 80% des cas. Ça peut toucher tous les autres organes. Si nous prenons la forme pulmonaire, la toux est au devant de la scène, avec c'est une toux qui commence par traîner déjà. Au bout de 2 semaines, il faut déjà commencer par penser à la tuberculose. C'est très important. En dehors de cette toux, que nous mettons vraiment en avant, nous pouvons noter essentiellement une fièvre peut s'accompagner, et c'est une fièvre le plus souvent qui vient le plus souvent la nuit. On peut avoir une transpiration nocturne, mais si ça commence par tarder, si ça commence par persister dans le temps, la personne peut avoir des difficultés à respirer, la personne peut perdre du poids, la personne peut commencer par cracher du sang, mais il ne faut pas attendre ces signes-là avant de consulter. Une toux qui commence déjà au bout de 2 semaines, on ne trouve pas de solution, il faut consulter pour se faire dépister. Je ne sais pas pourquoi, Emmanuel, à chaque fois que je parle de tuberculose, j'ai envie de tousser et je me retiens de tousser. Ne toussez pas, ne toussez pas. Je ne sais pas pourquoi. Ne toussez pas, sinon on va mettre Alors dites-nous, quelles sont les causes de la tuberculose et surtout comment se fait les modes de transmission? La tuberculose est essentiellement due au bacille de Koch. Il ne faut pas chercher ailleurs. Ce n'est pas en posant des pieds sur les crachats d'un patient qu'on attrape la tuberculose. Ce n'est pas en mangeant les aliments qu'un chat ou bien un chien a touché qu'on attrape la tuberculose, parce que ce sont ce que nous entendons. Oui. C'est essentiellement dû à au bacille de Koch, encore appelé Mycobacterium tuberculosis. Et la transmission aussi, c'est essentiellement par voie aérienne. D'une personne malade vers une personne qu'on va s'estimer saine, par la toux, des éternuements, la parole, et c'est surtout ces éléments-là qu'il faut mettre en avant. Donc, la transmission essentiellement par voie aérienne, et nous n'allons pas insister sur d'autres choses, et que la population garde que c'est lié à une toux. La transmission est essentiellement par voie aérienne et c'est dû au bacille de Koch. Et vous l'avez dit tout à l'heure, à partir de 2 semaines, il faut s'inquiéter, il faut déjà aller à l'hôpital. Oui. Quand ça ne dure pas 2 semaines, est-ce qu'il y a d'autres signes qui pourront nous conduire directement à faire un tour au centre de santé? Si ça ne dure pas 2 semaines,
Parce que quelqu'un qui commence par cracher du sang, ce n'est pas normal. C'est une urgence, normalement, il faut consulter. Mais si ça commence par durer, même à partir d'une semaine, c'est surtout 2 semaines qu'il faut garder en tête, à partir de 2 semaines, même avant les 2 semaines, si ça commence par inquiéter, il faut consulter dans un centre pour qu'on arrive à faire la part des choses. Parce que même si ça ne faisait pas 2 semaines, il y a un amaigrissement, une fièvre qui traîne pendant plusieurs mois déjà avant l'arrivée de la personne. Ou soit, ce que nous constatons, c'est alors que la toux commence par déranger la personne, que la personne consulte. Et si vous interrogez correctement, vous voyez que c'est une toux qui a commencé depuis plus d'1 mois. Et c'est lorsque ça a commencé par déranger vraiment la personne que lui va marquer une semaine où ça a commencé par la déranger. C'est en ce moment que c'est ça que lui marque comme le début de la toux. Mais si nous interrogeons, ça a commencé déjà peut-être il y a 1 mois, 2 mois, mais il n'avait pas fait attention. Donc, même si ça ne faisait pas les 2 semaines comme ça se doit, il y a une fièvre qui traîne depuis un bon moment, il y a un amaigrissement qu'on ne comprend pas, la personne peut se rendre dans un centre de dépistage et de traitement de la tuberculose pour se faire dépister. Je vais vers M. Kotoko pour vous voir, vous, à votre niveau, comment s'est fait le traitement et comment ça a évolué? Ok, lorsque j'étais dépisté positif, j'avais le choix entre rester à l'hôpital pour suivre le traitement pendant les 2 premiers mois, ou soit faire tout le traitement de chez moi, mais chaque matin pendant les 2 premiers mois, je devrais prendre mes médicaments devant l'infirmier du centre de dépistage de traitement. En ce moment, j'avais choisi, avec l'aide des parents bien sûr, de rester à la maison. C'est vrai que j'ai été dépisté à Abomey, mais on résidait à Boycon et il y avait aussi un centre de dépistage de traitement à Boycon. Donc du coup, on m'a renvoyé vers Boycon parce que j'avais décidé d'être à la maison. Et puis chaque matin, je venais prendre les médicaments pendant les 2 premiers mois. Boycon à Abomey? Non, j'étais à Boycon et je prenais les médicaments à Boycon. D'accord. Vous avez décidé de prendre vous-même les médicaments? Oui. Et on pouvait vous responsabiliser pour le faire, c'est ça? Non, pas moi-même, mais je n'étais pas hospitalisé. J'étais à la maison, mais chaque matin, pendant les 2 premiers mois, je devrais venir prendre les médicaments devant l'infirmier CT parce qu'on ne m'a pas remis les médicaments. Pour les 2 premiers mois, il faut nécessairement qu'on s'assure que le patient, a pris ses médicaments. Donc du coup, je devrais venir prendre ça devant l'infirmier CDT. Donc après les 2 premiers mois, on m'a remis pour 1 mois et demi. D'accord. Et à 112 heures de la fin de ces 1 mois et demi, je devais encore repercer. D'accord, prendre encore un autre lot, vous voyez, et dès que vous finissez les 5 mois, il y a également le test qu'on refait pour voir un peu est-ce que le patient est en train de bien prendre ses médicaments pour voir l'évolution par rapport à la guérison. Et le dernier mois, les 1 mois restants, lorsqu'on m'a remis ça et que j'ai fini, malgré que j'ai fini les 6 mois, je suis repassé d'abord encore au centre de dépistage de traitement pour pouvoir dire à l'infirmier, voilà, j'ai fini. Et c'est après avoir fait le dernier test de dépistage encore qu'il a certifié. Qui a révélé que vous n'avez plus... Voilà, qu'il était guéri. C'est bien déçu. Et c'est à la fin, d'accord, malgré que j'ai fini, il m'a dit, non, tu ne peux pas prendre ta carte de cette manière-là. Il faudrait faire encore le test. On a refait le test à la fin des 6 mois et il a bien coché sur ma carte guéri. Parce que si tu ne suis pas bien le traitement, tu peux finir les 6 mois sans être guéri et il va tout simplement mettre que tu n'es pas guéri. Donc du coup, ce n'est pas de façon tacite lorsque vous finissez les 6 mois qu'on vous déclare guéri. Est-ce que dans votre communauté, il y avait des gens qui savaient, au-delà des membres de votre famille, il y avait d'autres personnes qui savaient que vous étiez atteint de cette pathologie? Je dirais la seule personne en dehors de la famille proche qui savait que je souffrais de la tuberculose, c'était l'ami avec qui j'étais... L'ami qui vous a demandé d'aller au centre? Non, l'ami avec qui j'étais à l'UAC. Parce que j'étais étudiant, je n'étais pas auprès des parents. À chaque fois, je partais pour faire le traitement pour autre chose. Et lorsque ça a été déclaré positif, je suis resté. Donc, du coup, cet ami savait que c'était la tuberculose. Mais à part ça, les autres ne le savaient pas. Mais c'est bien après, d'accord,
que je me suis lancé dans la sensibilisation. Justement, pour pouvoir accompagner. Vous êtes lancé dans la sensibilisation, est-ce que ce n'est pas avec le risque d'essuyer de la stigmatisation dans la tête de certaines personnes, la tuberculose ne se guérit jamais? Vous pouvez le leur expliquer, leur faire même un dessin pour le leur faire comprendre. Ils n'ont pas envie de comprendre. Bien avant ça, Edmond, est-ce que votre collègue, votre ami en question, il n'a pas eu des moments où il avait peur de rester avec vous? Il n'y a pas eu de la stigmatisation dans votre relation? La stigmatisation, je dirais à 60% des cas, ça ne vous rate pas. D'accord. Ça ne vous rate pas parce que tout à l'heure, Edmond disait non, ne toussez pas. Voilà, vous voyez. Voilà. C'est pas peur. Merci beaucoup. C'est pas peur, c'est pas ignorance. Parce qu'en temps normal, un patient qui est déclaré positif, dès qu'il subit son traitement, après 2 semaines, on ne doit plus avoir peur de lui. Si on devrait avoir peur de lui, les infirmiers, les médecins n'allaient pas accepter que quelqu'un qui est positif puisse rester à la maison pour prendre ses médicaments. C'est important. Mais là, c'est le traitement. On a suivi tout ce process. Mais est-ce que vous-même, dans votre environnement, est-ce que vous voulez comprendre, Edmond? Est-ce qu'il n'y a pas eu des gens qui vous craignaient, qui avaient peur de vous réellement? Non, comme je l'ai dit, il y a des gens qui craignent parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'informations sur la maladie. Donc pour eux, si c'est vraiment la tuberculose, cet homme, c'est sûr qu'il ne va pas guérir. C'est sûr qu'il est programmé pour la mort. Donc du coup, tout le monde le fuit. D'accord, pas peur d'attraper. Tout le monde essaie de l'isoler de façon indirecte, sans qu'il ne le sache. On ne touche plus à tout ce qui lui touche, même les cuillères, les bols, tout ça là, on essaie d'éviter ça. Alors que le morceau de pain qu'il a déjà découpé, plus personne ne veut bouffer. Ils ne prendront jamais. Mais docteur Frédéric, dites-nous, est-ce qu'il faut réellement s'inquiéter, partager le repas avec une personne qui a souffert une fois de la tuberculose ou qui souffre de la tuberculose? Merci à vous, madame. En expliquant le mode de transmission de la tuberculose, je disais tout à l'heure, c'est essentiellement par voie aérienne, pas en partageant les repas avec quelqu'un. Il n'y a pas d'autre voie de transmission. Même s'il y a d'autres voies, ce n'est pas ça qu'il faut mettre en avant. C'est essentiellement par voie aérienne. Il ne faut pas avoir peur à partager un repas avec un patient qui souffre de la tuberculose. Pas du tout. Vous pouvez faire tout ensemble. C'est le patient qu'on a mis sous traitement. Il va faire attention à l'hygiène de la toux. C'est tout ce que nous demandons. D'accord. C'est pour ça qu'ils mettent souvent un cache-nez. Il faut mettre un cache-nez au moment où on veut tousser. Mais si la personne ne tousse pas, il n'est pas question. Le cache-nez, les mouchoirs n'ont plus les sens en son temps. Est-ce que le système sanitaire n'a pas confiance, d'accord, en ces patients qui viennent consulter ou qui viennent prendre les médicaments? C'est pourquoi il leur a intimé l'ordre de venir prendre leur cachet devant les infirmiers? Et c'est parce que vous n'avez pas confiance en eux, c'est cela? Nous avons confiance, mais vous-même, vous allez remarquer, si on vous prescrit un traitement pour le paludisme, les 3 jours, c'est sûr que vous avez raté le plus souvent un comprimé dedans un soir. C'est pour ça. On se sent mieux, on évite. C'est pour ça, et ce n'est pas facile. Les 2 premiers mois du traitement, nous voulons s'assurer que la personne a bien pris son traitement. Vraiment. Ce n'est pas que les 4 mois restants pour le traitement, ce n'est pas nécessaire. Mais au moins pour les 2 premiers mois, ça, non seulement la personne vient prendre son traitement, mais on profite pour sensibiliser au fur et à mesure pour que la personne se rende compte de l'importance de la prise quotidienne des médicaments. Sinon, si on le laisse, il rentre à la maison quelques jours après. Parce qu'au bout d'une semaine déjà, au plus d'une semaine, 2 semaines, les gens retrouvent leur santé. C'est comme s'il n'y a plus rien. Et si quelqu'un qu'on a mis sous traitement, au bout de 2 semaines, il se rend compte qu'il n'a plus rien, il aura tendance à commencer par rater ses médicaments, à relâcher. Donc, au moins les 2 premiers mois, ça nous permet d'être en contact avec le patient, ça nous permet de réinciter tous les modes de transmission, les attitudes à avoir et sensibiliser davantage. Et au moins après les 2 premiers mois, on sait au moins qu'il a déjà compris l'importance de la prise quotidienne jusqu'à la fin. Tout à l'heure, on parlait de médicaments à prendre. Quel est le traitement réellement mis en place pour accompagner ce patient? Le traitement de la tuberculose, c'est un traitement médicamenteux. C'est l'État qui a payé les médicaments et qui a mis à notre disposition. La forme de la tuberculose couramment rencontrée, le traitement dure 6 mois.
Nous appelons, il y a 2 mois de phase intensive dont il a parlé tout à l'heure, et 4 mois que nous appelons la phase de continuation. Au cours de ces traitements, nous avons des contrôles à faire 2 mois, à 2 mois, à 5 mois et à 6 mois. C'est pour s'assurer que le traitement évolue non seulement correctement, et pour s'assurer de la guérison de la personne à la fin. Vous comprenez? Ce sont des comprimés et nous faisons ce que nous appelons, c'est qu'on a des traitements quotidiens, on parle du traitement directement observé par un agent de santé ou une personne formée pour superviser le patient. Et quelles sont les mesures préventives mises en place pour éviter également une large contagion de cette maladie? Comme vous l'avez compris, si nous allons insister sur quelque chose en avant, c'est d'abord le dépistage précoce et un traitement précoce. Parce que pour rompre la chaîne de transmission, c'est d'abord ça, pour limiter la transmission, mais aussi en amont, il faudrait que nous agissions sur les facteurs de risque de la maladie. Et ces facteurs de risque, si nous allons mettre quelque chose en avant, c'est d'abord la pauvreté. Il faut qu'on fasse tout possible pour que chacun ait un niveau socio-économique meilleur pour manger à sa faim. Parce qu'il faut, en agissant sur la pauvreté, nous agissons sur la malnutrition. En dehors de ces éléments, les autres facteurs de risque sur lesquels nous allons agir nécessairement, c'est surtout les pathologies qui pourraient entraîner une immunodépression, notamment l'infection à VIH, le diabète, et puis les patients qui ont d'autres pathologies chroniques telles qu'un cancer ou une insuffisance rénale qui pourraient déprimer un peu leur immunité. Donc, en agissant sur ces éléments, et je pense qu'on pourrait évoluer correctement en mettant fin à la tuberculose. Alors, M. Kotoko, dites un message à l'endroit de ces téléspectateurs qui nous suivent et qui ne connaissent pas encore la maladie et qui souhaitent également faire comme vous de la sensibilisation. Ok, merci beaucoup. C'est d'abord une grande occasion pour la population béninoise, d'accord, d'avoir accès à l'information. Et la tuberculose est une maladie qui se guérit. La preuve, j'ai eu la tuberculose, j'ai suivi mon traitement et puis je suis guéri. Donc ceux-là qui ont encore peur de pouvoir même accompagner leurs frères et sœurs, d'accord, qui sont sous traitement, de ne pas avoir peur. C'est pas parce que la personne est à côté de vous, que vous mangez avec elle, tout ça là, que vous allez, d'accord, souffrir de la tuberculose après. La preuve, j'en ai fait, mais après, aucun membre de ma famille jusqu'à aujourd'hui, ni parmi mes frères et sœurs, d'accord, n'ont eu à souffrir de la tuberculose. Donc, s'il vous plaît, arrêtons de stigmatiser, parce que c'est tout ça qui fait que lorsque quelqu'un a même tous les symptômes qu'on vient de citer, d'accord, refuse d'aller consulter tout simplement parce qu'il ne veut pas entendre qu'on lui dise que c'est la tuberculose. La tuberculose est une maladie comme toute autre maladie et je vous assure qu'elle se guérit. Il n'y a pas à avoir peur. Donc, s'il vous plaît, après 2 semaines de tout, lorsque vous remarquez ces symptômes, accompagnez, même s'il le faut, d'accord, vos frères, vos soeurs, vos enfants, d'accord, un ami, pour aller faire le dépistage, pour s'assurer que, au moins, ce n'est pas la tuberculose. Et même si c'est positif, accompagnez-le durant toute la phase du traitement. Cela, il va non seulement du bien de la personne, mais également de votre bien. Parce que ce n'est pas comme le paludisme. Lorsque la personne a la tuberculose et que vous refusez de l'accompagner et que vous refusez de le suivre dans la prise de ces médicaments, vous vous exposez. Parce qu'il suffit qu'il tousse, d'accord, et qu'il n'est pas sous traitement, vous aussi, vous êtes, d'accord, un potentiel candidat. Mais lorsque vous l'accompagnez et qu'il suit bien son traitement et qu'il est guéri, même après 2 semaines, alors on est tous heureux. Merci beaucoup, Kotoko Fabrice. Je précise que vous êtes le président de l'Association des anciens patients ayant souffert de la tuberculose du Bénin. Et à côté de vous, nous avons reçu également Dr Frédéric Alovo-Kmeou. Vous êtes médecin au centre de prise en charge de Lazari. Oui, c'est bien ça. Merci. Edmond, je crois que ce sera tout pour notre chronique et précisons qu'une toux qui ne dure pas 2 semaines n'est forcément pas de la tuberculose. Mais quand ça dépasse 2 semaines, il faut forcément faire un bilan, aller au centre de santé pour savoir si vous ne souffrez pas de la tuberculose ou si ça cache également une autre pathologie à découvrir par les médecins. Ne vous cachez pas chez vous. On l'a dit, on soigne la tuberculose, on guérit de la tuberculose. Donc n'ayons pas peur, allons juste faire le geste utile pour sauver nos vies.
C'est cela. Merci beaucoup, Yasmine Dabata. Vous passez une excellente journée du mardi. Merci à vous également. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci à vous. Messieurs, 5 sur 7 matin, monsieur. Poursuivre ici, on va retrouver William Apollinaire Tchoki pour sa chronique environnement. Derrière, il y aura le forum matinal, le forum de discussion, le débat. On va parler de l'accès à l'eau potable au Bénin. A tout de suite avec William Apollinaire Tchoki. « 5 sur 7 matin, retour en plateau et merci si vous venez à l'instant de nous rejoindre. On reçoit sur ce plateau le gardien du portail de l'environnement, William Apollinaire Tchoki, bonjour. Bonjour, Bandrodi Gamenga. Comment allez-vous? Je vais super cool et vous? Ça va, c'est un plaisir de vous recevoir comme toujours, comme chaque mardi. Le plaisir est partagé, vous le savez bien. Pour explorer, on va dire, des récits intéressants autour de personnes qui réussissent dans des domaines précis de l'environnement. Exactement. Aujourd'hui, nous recevons quand même quelqu'un qui organise un concours. Ils sont nombreux aujourd'hui à développer des projets de recherche contribuant à résoudre les grands défis liés à l'eau. Et quand ces projets de recherche sont portés par la jeunesse, cela mérite une attention particulière. C'est le cas du prix Stockholm Junior de l'eau, un concours destiné aux apprenants de 15 à 20 ans. Nous recevons à cet effet Fabrice Fanouziaka. Il est le président de l'ONG Free. Tout à l'heure, il va nous dire qu'on n'attend pas Free. Il est aussi l'organisateur de Stockholm Junior Water Prize au Bénin. Bonjour Fabrice. Bonjour monsieur. Merci d'être là avec nous. C'est vrai, j'essaie de définir un peu ce qu'on attend par ce concours. C'est quoi Water Prize Stockholm Junior? Merci beaucoup, monsieur Tchoki. C'est un plaisir de me retrouver sur votre plateau pour partager, pour parler d'un programme qui me tient vraiment à cœur. Stockholm Junior Water Prize, c'est d'abord un concours international. C'est le plus prestigieux prix décerné à la jeunesse dans le domaine de l'eau, qui récompense les projets scientifiques innovants portés par les jeunes élèves et lycéens âgés de 15 à 20 ans et pour régler les défis liés à l'eau et à l'environnement. Et elle se déroule en 2 phases. Il y a la phase nationale que nous organisons, ONG Free, Force Rassemblement pour l'eau, l'éducation et l'environnement, nous organisons. À l'issue de laquelle le meilleur projet, enfin le projet qui aurait retenu le plus l'attention du jury national est sélectionné pour représenter le Bénin à la phase internationale qui se déroule chaque mois d'août à Stockholm en Suède, au cours de la Semaine mondiale de l'eau. La phase internationale est organisée par Stockholm International Water Institute, SIWI, et qui bénéficie également d'un soutien total exprimé de la famille royale de la Suède. Pour raison, la marraine du concours, c'est la princesse Victoria de la Suède, qui apporte un soutien indéfectible pour la réussite de ce concours-là. Alors justement, comment est organisé ce concours Stockholm Junior Water Prize ici au Bénin? Comment vous faites? Au Bénin, l'opportunité est donnée aux jeunes de rédiger un projet scientifique. Et vous décidez de quel aspect de l'eau vous voulez. Le thème central, c'est l'eau. Vous décidez de quel aspect de l'eau vous voulez traiter. Ça peut être pure sensibilisation, ça peut être qualité de l'eau, ça peut être accessibilité de l'eau. Vous décidez de quoi vous voulez parler. Et l'important, c'est de redéfinir, poser un problème pour une problématique assez pertinente. Et trouver la solution, c'est ça? Trouver la solution de façon prouvée, de façon scientifique. Et au Bénin, on s'est rendu compte également que, après les premières éditions, nos jeunes n'ont forcément pas les outils nécessaires pour rédiger de façon convenable selon les exigences les projets scientifiques. Donc, à l'ONG Free, on s'est donné comme mission de les former, de leur donner les outils adéquats pour pouvoir mieux rédiger les projets scientifiques afin de respecter les exigences en la matière. Parce qu'à l'international, le concours, le niveau est super élevé. Le niveau est super élevé. Alors, c'est vrai que le concours a démarré depuis 1997. Depuis combien d'années notre pays a commencé à participer à ce concours? Merci. Déjà, est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques projets innovants qu'ont pu développer cette jeunesse béninoise? Déjà, la première édition au Bénin a été organisée en 2004. En 2004? En 2004, et heureusement, je suis le lauréat de ce concours en 2004. J'ai été le lauréat.
Ok, je vois maintenant. J'ai représenté le Bénin à la phase internationale. C'est là est née la passion pour pouvoir continuer dans ce domaine. Et c'était quoi le projet que vous avez développé dans le temps? C'était le traitement des eaux usées pour donner une nouvelle vie au traitement des eaux usées pour pouvoir l'utiliser en agriculture. C'était ça le projet. Mais ça manquait à ce moment-là. On était vraiment limité dans nos approches scientifiques. On était vraiment limité. Et depuis 2004, on s'est rendu compte que le projet, l'organisateur, il n'y a plus d'autres éditions. Il n'y a plus eu d'autres éditions de 2004 jusqu'en 2021. Waouh! Où nous, on a décidé... De 2004 à 2021, c'était Silence Radio. C'était Silence Radio. Donc, on a décidé, moi j'ai décidé avec mes amis, et anciens lauréats, de dire, on nous a donné cette opportunité de connaître ce projet et donnons-en aussi à d'autres jeunes. Donc, on a fait les démarches et on est devenu organisateur national pour pouvoir organiser ce concours depuis 2021 que nous organisons au Bénin. Et en 2021, il y a eu combien de participants, combien de projets en 2021, on n'en a pas eu beaucoup. On avait eu juste une dizaine. Une dizaine, oui. Une dizaine, mais une dizaine qui répondait aux exigences scientifiques. Une dizaine. Sinon, on avait eu pratiquement une vingtaine. Mais on sentait qu'on ne pourrait pas présenter ça parce que ça ne respectait pas les exigences de projets scientifiques. Okay. C'était une élève de première et qui avait proposé le traitement des eaux dans les cités lacustres avec un dispositif qu'il avait pour pouvoir conserver l'eau et garder et conserver proprement ses qualités chimiques. L'année passée, je pourrais dire, c'est un étudiant. En 2024, c'est un étudiant de lycée technique Koulibaly qui avait trouvé d'autres alternatives chlorofériques dans le système de décantation des eaux usées. Et il avait trouvé comme alternative l'aloe vera, qui, dans les mêmes conditions, répondait exactement au chloroférique. Il se disait que dans nos systèmes éducatifs, il manquait de laboratoire. Or, comment on veut améliorer la science, les découvertes, si on ne teste pas? Donc il se dit, il ne va pas croiser les bras. Il faut trouver des alternatives pour pouvoir répondre, pour pouvoir s'exercer. Et là, c'était un projet vraiment que j'ai particulièrement apprécié parce qu'il s'est dit, on ne croise pas les bras à attendre l'État à tout faire. Nous-mêmes, on va s'y mettre. Et c'est ça l'objectif évidemment de ce concours-là. Donc, c'était agréable. Est-ce que derrière ces innovations que cette jeunesse présente, est-ce qu'il y a des responsables d'entreprises qui viennent vraiment peut-être se coller à ces projets pour les développer après? Il ne suffit pas seulement de présenter le projet une année et après on ferme la baraque et c'est fini, on oublie ça? Pour le moment, non. Pour le moment, c'était peu exprimé. C'était peu exprimé. Nous n'avons pas encore eu... nous essayons, nous, en tant que l'ONG, de porter ces projets et essayer d'aller à l'international. C'est le but de ce concours-là parce que la célébration, la récompense de ces jeunes ne se retrouve seulement pas au niveau national. Ils sont célébrés à l'international. Et déjà en 2024, pour la Semaine mondiale de l'eau, le lauréat, il a pu représenter le Bénin à Stockholm, à la Semaine mondiale de l'eau. C'était qui déjà? C'était Lucius Fenou, à Plogan, qui a représenté le Bénin. Il est étudiant, lui? Aujourd'hui, il est étudiant parce que avant, il ne faut pas avoir le bac. Je vais vous parler de ces conditions d'éligibilité. Bon, on n'a plus trop de temps, hein, donc allez-y rapidement. Pour participer à ce concours, il faut être âgé de 15 à 20 ans, être lycéen ou élève, c'est-à-dire ne pas avoir le bac. Ah, c'est ça, ne pas avoir le bac. Si vous avez le bac... Mais si j'ai le bac à 16 ans, 17 ans, comment tu fais ça? Je peux participer au concours? Pas, parce qu'on dit que ceux qui ont commencé, ont entamé les études universitaires ne sont pas autorisés à participer à ce concours. Mais malgré ça, le concours, le niveau est super élevé, super élevé. Et il n'a pas fait pied de figure. Je profite pour dire que le Bénin est le seul pays francophone de l'Afrique qui participe à ce concours-là, qui a cette opportunité. En Afrique, il y a eu 3 pays seulement qui participent. Il y a l'Afrique du Sud, il y a le Nigeria et le Bénin. Nous sommes les seuls pays qui participent de l'Afrique francophone qui participent à cette grande messe de la science de la jeunesse.
Alors, je voudrais savoir, est-ce que vous associez, enfin, est-ce que le ministère, par exemple, de l'eau, des mines et de l'énergie, la direction générale de l'eau, la SONEP, l'ANEPMR vous accompagnent, parce que c'est quand même des projets innovants que eux aussi, après, ils peuvent développer, parce qu'il y a tellement de technologies aujourd'hui, la ressource se fait rare. Alors, surtout des innovations pour qu'on puisse conserver cette ressource, pourquoi ne pas accompagner cela? Et je dirais merci d'abord à la Direction générale de l'eau qui nous accompagne. Et il était dans les conseils, comment apporter ce projet et comment faciliter l'accès au financement. Je remercie vraiment le directeur général de l'eau, il en fait beaucoup et je profite pour lui demander également encore de faire mieux. Mais pour le moment, on n'a que la direction générale de l'eau qui vous accompagne. On n'a que la direction générale de l'eau. Alors pour cette année, comment ça s'est fait? La compétition est lancée déjà. Oui, depuis décembre, puisque c'est chaque année. La Semaine mondiale de l'eau, c'est le mois d'août. Donc il faut être prêt pour pouvoir sélectionner le projet au plus grand tard, le 30 avril. Et les projets seront déposés pour que la sélection puisse être faite. Les gens ont déjà déposé les projets? Pas encore. Mais franchement, vous profitez de ce créneau pour leur dire, voilà, venez déposer vos projets. Mais nous avons quand même de très bons projets en cours, parce que nous accompagnons également, nous coachons également les élèves et je peux vous assurer que cette année, c'est fort, c'est fort. Alors, Monsieur Fanouziaka, s'il y a quelque chose à lancer à ces gens, à cette jeunesse qui doit venir déposer son dossier, vous leur diriez quoi? Avant de lancer, vous permettez de rappeler ce que les jeunes gagnent à l'international. En participant à ce concours-là. À l'international, déjà, le lauréat gagne $15 000. $15 000, c'est une manne. 10 millions. Un trophée en cristal reçu des mains de la princesse Victoria elle-même. C'est la participation à la Semaine mondiale de l'eau, tout événement. Et la Semaine mondiale de l'eau, je peux vous dire que c'est 12 000 participants, 4 000 en présentiel venus de pratiquement plus de 300 organisations internationales qui participent à la Semaine mondiale de l'eau. Donc c'est une reconnaissance déjà mondiale. Cette personne, son école gagne d'office $5 000. Ah, en plus les 15 000 que lui a reçu. Oui, son école gagne $5 000. Et il y a un second prix. Ils disent qu'il ne faut pas classer les œuvres intellectuelles. Donc c'est le deuxième projet qui aurait retenu le plus l'attention du jury, qui gagne $5 000. Et en plus, enfin, le troisième prix, il y a le prix du public. Et là, à ce moment-là, nous allons peut-être inviter tout le Bénin à voter pour notre candidat. Voilà. Enfin, notre lauréat. Notre lauréat de cette année. Donc, voilà ce que le lauréat gagne. Et plus, c'est une semaine mémorable que Sioui prépare pour les lauréats. Je vous assure que si vous participez une fois, ça reste gravé totalement dans votre mémoire. Depuis 2004, vous n'avez pas oublié cette participation? Je ne pourrais pas oublier. À la fin, c'est un dîner royal, un banquet royal avec la famille royale. C'est vraiment important et ça vous motive à aller plus. Au-delà de ça, vous faites former par les experts internationaux. Cette année, les lauréats, ils ont été reçus par ZLM. C'est le leader mondial dans la technologie dans le domaine de l'eau. Pour pouvoir visiter ces installations et de leur donner d'autres idées pour pouvoir continuer leur recherche. C'est vraiment intéressant et très Diaka, on a dit à la fin de cet entretien un petit mot. Je vous dirais merci d'abord pour nous donner cette opportunité de partager cette information. Et aux jeunes, je leur dis, n'hésitez pas, faites forcément le premier pas et vous ne serez pas déçus. De toutes les façons, on en sort toujours grandi. Même si vous ne gagnez pas, il y a les formations, il y a tout ce que vous apprenez pour pouvoir apporter un plus à votre pays. Et c'est important. Et ce que j'aime particulièrement à Stockholm Juno Water Prize, c'est de voir le drapeau béninois flotter sur la scène internationale. Et c'est intéressant, c'est émouvant. Cette année, je l'ai vu, je l'ai regardé la vidéo plusieurs fois. Vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez Stockholm Juno Water Prize 2024, vous avez la cérémonie officielle de la remise des prix. C'était vraiment excellent. Merci beaucoup, Monsieur Fabrice Fanouziaka. Vous êtes le président de l'ONG Free. Il est aussi l'organisateur de Stockholm Junior Water Prize ici au Bénin. Merci pour votre explication. J'espère que votre appel sera entendu par beaucoup de jeunes pour participer vraiment à ce challenge. C'est moi, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup à vous, William Apollinaire Tchouki, pour cette découverte. J'avoue que je ne connaissais pas, je découvre. Et voilà, malheureusement, je ne pourrai plus participer. Ouais, ça finit. J'ai 100 ans depuis. J'ai 100 ans depuis, voilà, ça finit. Et si j'avais su un peu plus tôt,
pourquoi pas. Quand j'étais au collège, pourquoi pas. C'est malheureusement, vous avez forcément... Mais je dirais... Tu as certainement des jeunes frères, des neveux, voilà. Bien sûr, tu peux les inciter à participer à cela. On fera le relais dans nos communautés pour inciter les plus jeunes, nos jeunes frères à y participer. Merci. On ne s'écarte pas pour autant de l'eau, on continue pas à parler d'eau, mais cette fois-ci d'accès à l'eau potable. Le Bénin a-t-il fait des progrès? Si oui, dans quel sens? On parle, on va dire, d'un chiffre qui a été doublé, on est passé du simple au double. C'est ce que nous renseignent les chiffres. On fera le débat tout à l'heure, le forum de discussion avec mes francs-parleurs de ce mardi. À tout de suite. 5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. C'est l'un des objectifs de développement durable fixés par l'Organisation des Nations Unies pour 2030. Un objectif qui semble d'ores et déjà hors d'atteinte pour certains pays. L'accès à l'eau potable constitue un enjeu majeur pour ce 3e millénaire. Au Bénin, l'État a mis en place un important dispositif pour une bonne couverture du territoire afin que les hameaux les plus anonymes soient irrigués. Des grands bonds ont été réalisés en 9 ans, mais des insatisfactions demeurent. Où en est aujourd'hui le Bénin dans sa stratégie d'approvisionnement en eau potable? Eh bien, nous faisons le débat avec, autour de la table, William Apollinaire Tchoki qui est resté juste à côté de lui. Alain Tossounon, journaliste consultant, président du RAMEC, le réseau des acteurs des médias pour l'eau, l'environnement et le climat. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eman. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. C'est un plaisir de vous recevoir une fois encore sur 5 sur 7 matin. En face de vous, Saïd Oumpounou, il est le directeur général de l'eau. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler, on va dire, de l'accès à l'eau potable dans notre pays, le Bénin. Messieurs, avant d'entrer de plein pied dans le débat, on va suivre ces mots du ministre Abdoulaye Biotane, interrogé par Estelle Espérance Aurore Pazou et parle des progrès réalisés par le Bénin. On le suit. La politique de l'eau au Bénin a été depuis 2016 au cœur de nos politiques économiques et sociales. Parce qu'en 2016, quand vous alliez partout, dans les villages, vous allez à Dassazoumé, à Glazoué, à Bembereke, à Materi, quand vous demandez aux populations qu'est-ce que vous attendez du gouvernement, c'est donner-nous de l'eau potable. Et donc on l'a inscrit dans le PAG numéro 1, et comme on n'a pas atteint totalement l'objectif d'accès universel en 2021, on l'a repris dans le PAG 2021-2026 et cette politique est en cours aujourd'hui. Nous avons investi plus de 800 milliards dans ce domaine-là depuis 2016. Et à côté, nous avons fait des réformes aussi bien dans l'accès à l'eau potable dans les villes, l'urbain, que dans les campagnes, le rural. Vous allez partout aujourd'hui dans les collines, il y a de l'eau. Nous avons pu donc, sur le plan national, porter l'accès de l'eau de 40% environ en 2016-2017 à aujourd'hui plus de 80%. C'est-à-dire qu'on a doublé l'accès à l'eau potable. Il y a quelques poches dans notre pays où les gens ont des difficultés d'accès. Et partout vous avez ces cas, il y a des explications logiques. Fidrocé, c'est simple, c'est tout simplement parce que avec les travaux d'asphaltage, on a cassé des tuyaux et il faut les réparer. D'ici quelques mois, ça va être fait. D'ici que les travaux d'asphaltage avancent, ces réparations seront faites et les populations de Fidrocé auront accès à l'eau potable. Akwakpa, c'est beaucoup plus structurel. Akwakpa a été alimenté par l'eau potable qui venait, disons, de Calavi. Donc, qui traversait toute la ville avant d'arriver à Akwakpa et arrivait donc en bout de course pas assez suffisante pour, disons, alimenter toute la population d'Akwakpa. Donc, nous avons changé cela et il y a des forages importants qui ont été faits à Adjara, par exemple, et l'eau va venir d'Adjara pour alimenter Akwakpa. Les travaux ont commencé depuis l'année dernière, depuis le mois de mai l'année dernière. Ils vont s'achever d'ici peu. Et d'ici le mois de juin-juillet, les populations d'Akwakpa connaîtront une meilleure situation que par le passé. L'accès à l'eau potable sera beaucoup plus à la portée des gens.
À l'instant, donc, Abdoulaye Biotchane, interrogé par Estelle Espérance Europe Azou Williams, s'il y a un secteur dans lequel le Bénin a connu des progrès énormes, on va dire colossaux depuis 2016, c'est quand même le secteur de l'eau. C'est vrai, il faut dire que beaucoup de choses ont été faites en 9 ans, sinon en 8 ans du pouvoir en place actuellement. Par le passé, il y a beaucoup de localités qui manquaient d'eau potable. Quand je prends par exemple le cas des départements, des collines, c'est quand même une région, je dirais, qui vivait une sécheresse hydrique terrible. Mais aujourd'hui, avec quand même l'installation de beaucoup d'infrastructures, il y en a d'autres qui sont encore finis. Déjà avec, par exemple, le barrage d'Aïdjoko, qui a une capacité de 2 millions de mètres cubes, c'est quand même une importante source d'eau qu'on a apportée à cette population qui en manquait cruellement. Et on a dit même qu'avec cela, on peut avoir de l'eau jusqu'à au moins 50 ans. Donc, c'est déjà quand même quelque chose de gagné à ce niveau. Quand je vais par exemple au niveau de Borgou, à Parakou plus précisément, il y a une infrastructure aussi moderne qui a été installée là-bas, qui permet quand même de couvrir les besoins de ces populations de cette localité. Quand vous allez aussi vers Djougou, il y a une autre station qui est installée là-bas, qui permet quand même d'avoir de l'eau. Mais quand on revient un peu aussi au sud, le problème est réglé, mais il reste encore des points noirs. On va en reparler tout à l'heure. On va parler des points d'amélioration, des zones de progrès, on va le dire ainsi. Alain Tossoulon, pour, on va dire, irriguer, pour essayer d'apporter l'eau potable aux populations dans les hameaux les plus reculés, les hameaux les plus anonymes. Il y a eu la création de l'ANAEPMR, ce qu'on appelle l'ANAEPMR, l'Agence nationale pour l'approvisionnement d'eau en milieu rural. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on a réalisé quand même assez de progrès. Le ministre l'a rappelé tout à l'heure. On est passé du simple au double. Oui, on peut... Est-ce qu'il y a de quoi se réjouir? Bien sûr, il faut se réjouir parce que effectivement, vous savez, la question de l'accès à l'eau potable, c'est vrai, depuis 2016, cette question a gagné en priorité. Même si par le passé, vous savez, l'accès à l'eau a été toujours inscrit à l'agenda continu de tous les gouvernements, parce que la question de l'eau, c'est une urgence. Mais ce qui a changé depuis 2016, c'est qu'il y a eu non seulement une mobilisation record des ressources financières, mais en plus aussi, on a fait un certain nombre de réformes. Vous avez parlé un peu de la création de cette agence, exclusivement donc dédiée à accélérer donc, la réalisation d'un certain nombre d'ouvrages de type nouveau, afin donc de pouvoir donc, avoir les progrès que nous avons aujourd'hui. Mais n'empêche que, bon, vous savez très bien la question de l'eau, il faut que d'abord la ressource soit disponible partout. Or, elle est inégalement répartie et c'est ça qui a freiné un peu aussi cette volonté du gouvernement à atteindre l'accès universel en 2021. Je pense que le ministre Biotchane l'a reconnu. Donc, ce n'est pas une question d'argent seulement donner de l'eau potable aux gens, il faut que la ressource soit d'abord disponible. On a fait des progrès, mais il y a des particularités dans le pays. Le ministre d'État a parlé de Akpakpa, par exemple, où il faut maintenant aller chercher de l'eau à Djara pour pouvoir alimenter Akpakpa et environ. Donc, le cas aussi des collines, qu'on est en train de régler avec la mobilisation des eaux de surface, parce que là-bas, on ne peut pas aller rechercher de l'eau souterraine. Donc, il y a eu des progrès énormes, il faut saluer ces progrès, mais comme vous l'avez dit, il y a encore des points d'amélioration. Parce qu'il ne suffit pas de réaliser des ouvrages, il faut s'assurer que, effectivement, les populations ont accès, que le robinet, quand on l'ouvre, qu'on a de l'eau. Et c'est là où je pense qu'il faut encore faire des efforts pour que nous puissions atteindre l'accès universel comme cela a été donc annoncé. Monsieur Ronkono, est-ce que le Bénin peut tenir le cap de 2030 pour l'atteinte de ses objectifs de développement durable? Je pense que c'est l'ODD 4, c'est bien cela. L'ODD 6. L'ODD 6, pardon, l'ODD 6. Oui, et comme l'a dit tout à l'heure le ministre d'État, beaucoup d'investissements ont été faits dans le seul objectif de rendre l'eau disponible en quantité et en qualité à toutes les âmes vivant au Bénin. Et mieux, la trajectoire actuelle nous renseigne sur le fait que nous sommes en train d'atteindre l'ODD 6 bien avant le thème de 2030 fixé par les Nations Unies. C'est vrai qu'il y a encore des points d'amélioration. On va prendre cas par cas. Tout à l'heure, M. William a dit, dans certaines zones, on ne peut pas avoir accès à l'eau souterraine, qui est donc plus facile
en matière d'approvisionnement en eau potable. Donc la démarche globale qui a été initiée est de voir dans quelle mesure avoir l'eau, que ce soit souterraine ou de surface, en fonction des spécificités de chaque région, en quantité, mais de façon durable. Autrement dit, la politique, il ne s'agit pas de résoudre le défi actuellement, mais de le résoudre de façon durable. D'où les investissements massifs et d'où également la stratégie qui est mise en place en termes donc d'infrastructures colossales qui permet de desservir beaucoup de villages en même temps. Voilà un peu le choix qui est fait. L'autre aspect également important, c'est la question aujourd'hui de la gestion. Comme vous le savez, aujourd'hui, la gestion est confiée à des fermiers. Ça permet donc de rendre durable cette gestion, de pouvoir entretenir les infrastructures et de s'assurer qu'à court, moyen, long terme, non seulement les investissements actuels sont pérennisés, mais la population continuera d'avoir accès à l'eau. Il ne suffit pas de faire des actions ponctuelles pour 2030, mais nous sommes dans une logique vraiment durable. D'accord. Alors, si on s'en tient, on va dire, aux explications tout à l'heure du ministre Abdoulaye Biotane, à Cotonou, on est passé de 40% en 2016 à plus de 80% aujourd'hui. Pourtant, vous avez commencé par le dire, une partie des Cotonois n'ont toujours pas accès à l'eau potable. On a cité le cas d'Akpakpa où les populations ont, on va dire, exprimé ras-le-bol généralisé parce qu'elles n'ont pas d'eau. Comment en est-on arrivé là? Oui, vous savez, on a manqué, hein, il faut le dire avec courage, de prévision, de projection dans le temps par le passé. Mais aujourd'hui, l'approche qui est utilisée nous permet de pouvoir résoudre les problèmes qui se posent de façon durable. Quand vous prenez Akpakpa, Akpakpa en fait est un bout de réseau. Ce qui fait que lorsque vous avez une baisse de pression, les populations en bout de réseau n'arrivent pas à avoir accès à l'eau. Et le ministre l'a dit tout à l'heure, l'a présenté clairement, on est allé chercher l'eau depuis Adjara pour alimenter spécifiquement cette population. Parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas continuer de les approvisionner avec l'ancien système. Et mieux, les anciennes canalisations aujourd'hui sont plus ou moins vétustes dans certaines zones et il faudra donc les renouveler. Vous voyez, si chaque gouvernement qui se suicidait était préoccupé par la question de l'entretien de ce qu'on a installé depuis 1960, la question de leur renouvellement, on n'en serait pas là. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que la stratégie mise en place, elle vise à court, moyen et long terme. L'eau est essentielle pour la vie. Sans l'eau, on ne peut pas vivre. Donc, je vais juste demander aux populations de patienter encore un peu, le temps que les travaux finissent et que d'ici quelques mois, elles aient accès à l'eau de façon continue. Où en est-on aujourd'hui avec le projet d'urgence d'Aglan-Gandan pour permettre aux populations, notamment d'Akpakpa, d'avoir de l'eau? C'est dans le même registre. Vous savez, depuis 2016-2017, on a partitionné le pays et on est en train de voir aujourd'hui, lorsque une situation de non-accès se pose, quelle est la cause? C'est ça, en fait, monsieur le journaliste. Il faut d'abord faire le diagnostic. Est-ce la disponibilité en eau? Dans certains cas, c'est le cas. Est-ce la question de disponibilité de la quantité? Est-ce la question de la canalisation? Est-ce même une question de gestion, etc. Vous voyez? Donc, au cas par cas, en fonction des causes, on apporte la solution idoine qu'il faut en fonction donc des résultats de ce diagnostic. D'accord. Alain Tosselon, je reviens une fois encore à vous. On était ici sur ce plateau il y a quelques semaines en arrière quand la vague de dénonciation a commencé sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, où il y a eu plusieurs, on va dire, plusieurs influenceurs, plusieurs créateurs de contenu qui ont commencé par dénoncer le manque d'eau, notamment à Akpakpa. C'est dommage qu'on fasse autant de progrès et qu'en centre-ville, voilà, on n'est pas tout à fait vraiment accès à l'eau, où l'eau continue d'être quand même lustre en plein centre-ville. Il n'y a pas que Cotonou qui a des problèmes en matière d'accès à l'eau. Hein. Toutes les villes autour de nous, Dakar, Lomé, il y a toujours des poches. Parce que tout simplement, comme tout à l'heure, le directeur général de l'eau l'a dit, il a manqué d'anticipation. Parce que, vous voyez, il y a la démographie
qui augmente. Et donc, les besoins aussi donc, augmentent. Donc, comment on fait pour que effectivement on ait un rythme qui soit en harmonie avec donc, le développement donc, des villes? C'est ce à quoi nous sommes confrontés. Il y a un problème de déficit de production à Cotonou. Donc, et c'est cela que le gouvernement veut régler avec le projet d'urgence d'Agblan-Gada et puis tout le projet qui, d'ici juin, va être terminé. Je crois qu'après cette dénonciation, le ministre et une forte délégation donc, se sont rendus sur le terrain un peu pour montrer aux populations qu'il y avait donc, des réalisations en cours qui permettraient donc, de combler ce déficit-là. Parce qu'effectivement, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour pouvoir donner de l'eau aux gens, il faut absolument la produire. Et je pense que ce qui a été annoncé, c'est que d'ici juin, les travaux vont être terminés et on pourra alimenter tout à Akpakpa, Sémékodi et puis... Pendant longtemps, il y a eu un faux fuyant, hein. On a attaqué les suppresseurs pour rien. Non, non. La question des suppresseurs, effectivement, la question des suppresseurs, c'est que parfois, les gens les placent là où il ne faut pas. Et lorsque on utilise des suppresseurs, c'est qu'on empêche d'autres de pouvoir avoir accès, de pouvoir bénéficier de la ressource. Est-ce que désormais avec le projet d'urgence d'Agblan-Gada, les suppresseurs ne seront plus, on va dire... Donc, lorsqu'il y a suffisamment de l'eau, on n'a plus besoin, donc, en principe, d'utiliser... ça dépend de la zone où vous êtes. Parce que lorsque vous rendez à Akpakpa, c'est un boucan d'enfer quand les suppresseurs se mettent à tourner à plein régime. En partie, c'est parce que, justement, il y avait ce déficit de production que les gens pensaient qu'avec le suppresseur, que le problème serait réglé. Il y a des gens qui ont des suppresseurs dans la maison, mais malgré ça, ils n'ont pas de l'eau. D'accord, William. Non, en fait, ce que je voudrais expliquer par rapport à Akpakpa, peut-être que je n'ai pas tous les éléments, mais le peu que j'ai, je peux quand même l'expliquer. C'est parce que Akpakpa, quand on prend d'où est-ce que l'eau est tirée pour amener Akpakpa, Akpakpa est au bout de la chaîne. Donc, c'est que ceux qui sont déjà au niveau de la chaîne, quand ils tirent l'eau, Akpakpa est la dernière zone à avoir cette eau. Donc, souvent, il y a ce problème-là. À part cela, il y a le problème de suppresseur que les gens installent pêle-mêle. C'est démontré normalement, avant qu'on installe un suppresseur, qu'il faut être au 3e niveau. Les gens sont au ré et ils installent des suppresseurs. C'est pas possible. Si à chaque fois qu'ils ouvrent leur robinet, ils n'ont pas d'eau, ils vont chercher des solutions. Mais ce qui est encore plus grave, Eman, quand les gens installent les suppresseurs, ils n'ont pas d'eau et chaque fin du mois, ils doivent payer encore la facture. Parce que c'est de l'air seulement qu'ils tirent. Donc, je me dis quelque part, c'est pas bien d'installer n'importe comment les suppresseurs. Certes, les techniciens aussi doivent aider la population à dire, voilà, dans tel cas, vous pouvez installer les suppresseurs, dans l'autre cas, ou pas, mais bon, les gens, parce qu'ils doivent garder l'argent, bon, enfin, se taisent. Est-ce qu'il y a une réglementation en termes d'usage de suppresseurs? Voilà, c'est là où je voulais en venir. Mais avant, je voulais ajouter un peu, je le disais tout à l'heure, que Akpakpa est en bout de réseau. Et donc, lorsque vous êtes en bout de réseau et que la pression n'est pas suffisante, vous n'avez pas d'eau. Il est essentiel que les gens comprennent. Et la question des suppresseurs vient justement aggraver ce déficit-là déjà de pression pour ceux qui sont en bout de réseau. D'où l'intelligence et l'innovation d'aller chercher l'eau jusqu'à Adjara pour ramener directement. Du coup, exactement. Du coup, donc, Agblan-Gada et autres ne sont plus en bout de réseau, mais bénéficieront de la quantité normale et de la pression suffisante pour alimenter donc toute la densité de la population présente. D'accord. Alors, si... Oui, allez-y. L'un des défis aujourd'hui, c'est justement l'application de la réglementation. En principe, personne ne doit installer de suppresseurs sans une autorisation préalable. C'est la même chose pour la question des forages et autres. Je peux vous rassurer qu'on y travaille et c'est une question de préservation de la ressource, d'abord, et une question de préservation du droit des autres à avoir accès à la ressource. Vous l'avez très bien dit. J'installe un suppresseur, mais j'empêche celui qui est derrière moi sur le réseau d'avoir accès à l'eau. Et mieux, je dégrade le réseau autour de moi. Moi d'abord, le reste, je m'en fous. C'est ce que les gens pensent ou c'est ce que les gens disent. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a compris la logique dans laquelle nous travaillons, c'est la durabilité. Il ne s'agit pas de résoudre des problèmes de façon ponctuelle. Donc, la réglementation également est en train d'être corsée pour que, de façon progressive, on puisse d'abord sensibiliser, mais amener tous les acteurs nationaux à comprendre le bien fondé de respecter un certain nombre de tests en la matière. Alors, parmi les choses bien qui ont été faites par, on va dire, les pouvoirs publics, il y a, on va dire, cette question des collines, du département des collines, où on peut désormais avoir l'eau
à plein temps. Vous avez été sur le terrain, William Apollinaire-Tchoki. On va voir votre reportage. Ces populations désormais ne sont plus dans un stress hydrique. Elles ont l'eau à portée de main et à foison. Regardez. C'est un paysage, carte postale. Une des rares zones humides du département des collines. Elle est rythmée par d'innombrables chants d'oiseaux. Nous sommes sur l'un des bras du fleuve Ouémé et c'est ici qu'est déposée cette station de pompage d'eau de surface pour alimenter les villes de Dassa, Savé et Glazoué. Soyez les bienvenus. Ouais. Ici, nous sommes sur le site de la station de pompage numéro 1. C'est la source qui alimente actuellement les 3 villes. Une solution trouvée pour faire face efficacement à la sécheresse hydrique, due en grande partie à la zone hydrogéologiquement difficile de cette partie du Bénin. Ici, nous avons 3 pompes installées de capacité unitaire 750 m3 par pompe. Donc au total, c'est une station qui a une capacité de 1500 m3. 1500 m3 heure. Cette station vient en appoint à ce barrage, le barrage d'Ayedjoko. Il a une capacité de 2 millions de mètres cubes, de quoi couvrir les besoins sur une longue durée. Même si la population actuelle venait à être multipliée par 10. Malgré la période d'étiage que nous traversons, vous voyez, on a un volume important d'eau dans le barrage. Et c'est ce volume d'eau qui est dans le barrage qui dessert actuellement les 3 villes, à savoir Savé, Dassa et Glazoué, à travers la station de pompage SP2 que nous venons de visiter. Le barrage vient de traverser sa 4e saison et elle se comporte très bien. Toute l'eau tirée de ce bras du fleuve Ouémé et du barrage d'Ayedjoko est gérée ici. La station de Gobé, le cœur du dispositif de traitement d'eau refoulée après vers Savé, Dassa et Glazoué. L'eau qui est pompée de la station de pompage de SP2 de Ayedjoko, qu'on a vu tout à l'heure, l'eau là vient ici et se répartit sur 2 lignes. Chaque ligne a une capacité de traitement de 750 m3. Un dispositif ultra moderne de dernière génération, des bassins de décantation, de floculation, coagulation, chloration et filtration, toute une filière de traitement d'eau potable. Actuellement, le réservoir de Dio est rempli à 87%. Ici, c'est l'eau traitée. L'écran qui nous permet de nous renseigner sur la turbidité, le pH et le chlore résiduel de l'eau traitée au niveau de la ligne 1. Et de l'autre côté, c'est la ligne 2. Tout ce que nous avons vu, nous avons le schéma en miniature ici. En bas, ici, nous avons la SP1, la station de pompage numéro 1, où vous avez les 3 pompes qui sont là. Dans les maisons, la satisfaction se lit sur les visages. On pousse un ouf de soulagement. Maintenant, ça va. Ça va. Le liquide source de vie est disponible en toute heure et le débit au robinet en dit long. Ça sort vraiment. Donc maintenant, l'eau coule à gogo. Les stations de pompage et de stockage jonchent ces différentes localités, autrefois en manque cruel. La zone de socle sort enfin de sa sécheresse hydrique. Il y a encore plus grand qui vient, le barrage Lifo, avec ses 12 millions de mètres cubes de capacité. L'infrastructure sort déjà de terre. Et Alain Tossonon, on parle aujourd'hui de plus de 800 milliards de francs CFA investis donc, dans les projets liés à l'eau potable au Bénin depuis 2016. On se rend à l'évidence que c'est un projet colossal. C'est beaucoup d'argent injecté finalement. Oui, bien sûr. Et il faut saluer cet engagement, l'engagement et puis qui a été suivi donc des faits, parce qu'on pouvait prendre l'engagement sans que effectivement on ait
Donc aujourd'hui, je pense que ce qu'il y a, c'est vraiment de s'inscrire dans la durabilité de tous ces investissements. Parce que comment on fait pour que, effectivement, tous ces investissements, on puisse, pendant 30, 50 ans, qu'on s'assure qu'effectivement, donc il faut investir dans la maintenance donc de ces infrastructures. Et surtout aussi la question de la protection de la ressource. Vous voyez, avant qu'on ne réalise ces ouvrages, il faut vraiment que l'eau soit disponible. Et vous avez vu parfois dans ces zones-là hydrogéologiquement difficiles, c'est des eaux de surface qu'il faut mobiliser et tout. Donc il faut s'assurer qu'effectivement qu'il n'y a pas de la pollution. Et là, il faut travailler à sensibiliser davantage donc, les populations pour qu'effectivement l'eau, même si on vient la traiter avant donc, de la mettre à disposition, que déjà à l'origine qu'elle ne soit pas suffisamment polluée. Parce qu'après, il faut beaucoup d'argent pour pouvoir donc, la potabiliser. Donc il faut que derrière tout ça, qu'il y ait un dispositif donc, de protection donc, de la ressource, parce que nous traversons aussi, nous sommes dans le contexte de changement climatique, où effectivement la pluviométrie va baisser. Comment ça baisse déjà. Donc comment on fait véritablement pour continuer par faire tourner cette turbine-là afin que l'eau soit toujours disponible dans les maisons. Donc c'est vrai, un pas de géant a été fait, mais il y a encore un travail derrière qu'il faut faire de suivi donc, de la ressource pour qu'on s'assure qu'effectivement l'eau ne vienne pas à manquer un jour donc, dans ces infrastructures-là. Et c'est là où je crois que le directeur général de l'eau est interpellé. Parce que là, c'est lui qui se charge de faire cette surveillance-là de la ressource parce que c'est très important. Et pour terminer, je pense qu'il faut continuer aussi à investir dans la connaissance de la ressource. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on a des connaissances mais qui ne sont pas assez pointues, je vais dire. Parce que si vous voulez faire une meilleure planification donc, de la ressource, c'est que vous devez à l'origine vous assurer que vous savez qu'est-ce qui est disponible et comment planifier maintenant donc l'exploitation de cette ressource-là d'ici 50 ans, d'ici 100 ans, pour que les robinets, à un moment donné, au niveau donc, des barrages, on a vu ailleurs des barrages qui, après 10 ans, après 20 ans, commencent à manquer d'eau. Donc je crois que c'est important, c'est un pas de géant, il faut saluer, mais il faut mettre en place ce dispositif pour pouvoir suivre et surveiller tout ce qui donc, et surveiller la ressource. Alors William, vous avez été, on va dire, dans plusieurs régions, dans plusieurs localités de notre pays où des barrages, des infrastructures de cette nature sont en train d'être déposées pour permettre aux populations d'être soulagées, d'être délivrées du stress hydrique dans lequel elles se trouvent, ces populations-là. Il y a aussi la question, Alain Akonsé pas rappelé, de l'entretien de ces infrastructures. On s'imagine que ça va coûter une fortune. Si, ça va coûter une fortune. Vous savez, tout à l'heure, vous avez donné le budget, 800 milliards de francs CFA. C'est parce que d'abord, c'est l'eau de surface que nous utilisons. Il a expliqué. Il faut d'abord filtrer, décanter, chercher à enlever tout ce qui est impurité avant de servir les robinets dans la maison. Donc cela coûte beaucoup plus cher. À part cela, les infrastructures qui ont été installées à Gobé, c'est pas dans d'autres localités ou quand même qui doivent desservir toutes ces localités, c'est des choses à protéger. C'est pourquoi il faut avoir une main-d'œuvre de qualité qui connaît, qui maîtrise l'utilisation de ces différentes machines. Sinon, si on n'a pas cette main-d'œuvre de qualité, alors on a beau acheter ces machines aujourd'hui, mais dans quelques années, ça ne va pas bien fonctionner. Et cela, il faut demander à ce qu'on forme chaque fois cette main-d'œuvre qui est là sur place et penser aussi à former d'autres jeunes qui vont prendre la relève. Et cela, on est sûr d'avoir cette eau. Mais il a évoqué un aspect tout à l'heure qui est très important. Il faut qu'on évalue cette quantité d'eau que nous avons au pays. Vous savez, quand chaque année il pleut, la bonne partie de cette eau-là retourne encore en mer. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour retenir un peu cette eau-là et l'utiliser et le réutiliser autrement? Il faut aussi penser à cela parce que les changements climatiques sont là. La quantité d'eau qui tombe, il y a peut-être 10 ans, 5 ans, ce n'est plus la même qui tombe aujourd'hui. On l'a vu avec les prévisions saisonnières. On a dit qu'on aura une diminution de la quantité d'eau qui tombera. Donc, comment faire pour garder déjà le peu qui tombe
l'utiliser pour les années à venir. Donc il faut qu'on pense à tout ceci et peut-être on pourra quand même gérer le problème au mieux. Monsieur Onkono, on sait que dans les années à venir, comme le prédisent les spécialistes, il y aura la guerre de l'eau. Ça a d'ailleurs déjà commencé dans certaines régions du monde. On sait que l'eau divise pas mal de pays dans le monde. Forcément, c'est une ressource à préserver. Aujourd'hui, on est en train de faire des progrès pour une bonne couverture du territoire national en eau potable. C'est déjà un pas, mais comment est-ce qu'on rationalise déjà la ressource? Vous savez, le gouvernement a toujours été dans une approche holistique. Je le redis encore une fois, il ne s'agit pas de résoudre un problème de façon ponctuelle. Depuis 2017, la Direction générale de l'eau a été recentrée sur la question de la GIR, la gestion intégrée des ressources en eau. Monsieur Tossono l'a rappelé tout à l'heure, il est important de mieux connaître la ressource, de la suivre, toutes les utilisations qui sont faites, et de pouvoir s'assurer que tous les usages en ont en quantité et en qualité. On parle de l'AEP, de l'approvisionnement en eau potable, mais il y a également les industries qui utilisent la même ressource. Il y a l'agriculture. Donc aujourd'hui, depuis 2017 déjà, nous sommes en train de mettre en place la question de l'actualisation de tout ce qui est connaissance, la ressource, de son évaluation stratégique, la densification du réseau de suivi sur tous les cours d'eau, mais également au niveau donc, des aquifères, et la centralisation donc, de la base de données qui permet de prendre la décision en temps réel pour pouvoir éviter tout conflit entre usages. La priorité étant donnée avec le décret, l'un des décrets qui a été pris en décembre dernier, à l'AEP, donc au service public. Je voudrais revenir sur l'ingéniosité et l'innovation des collines. Vous savez qu'on est en zone de socle où même si vous arrivez à faire un forage avec les nouvelles technologies, vous tombez sur une poche. Vous avez l'eau, vous avez au début un gros débit, mais au fur et à mesure de son exploitation, vous pouvez passer de 60 m3/h à 10 m3/h au-delà, après juste quelques mois. Donc l'option durable, c'est l'option de la mobilisation donc, des eaux de surface. Et mieux, nous avons en plus du barrage d'Aïdjoko qui fait 2 millions, nous avons celui de l'IFO. L'innovation ici, pour anticiper sur les questions de changement climatique et autres, c'est de pouvoir interconnecter les deux barrages. Donc désormais, on peut se dire de façon réelle que la question de la mobilisation de la ressource en eau pour desservir les populations des collines est définitivement résolue. Il restera donc la question de l'accès réel. Donc les branchements ont commencé, ils sont en accélération. Il restera la question donc de la maintenance et autres. Et pour ça aussi, il y a la réforme qui a commencé, qui a donné déjà naissance donc à la SOBIE depuis avril dernier, la Société béninoise des infrastructures d'eau, qui va gérer désormais tout le patrimoine que nous avons là. Vous voyez, c'est important, le gouvernement anticipe. Tous les investissements qui sont faits, toutes les infrastructures d'eau qui sont réalisées, sera confiées donc à cette agence qui est donc en opérationnalisation. Du coup, on pourra anticiper sur leur entretien, leur maintenance, leur extension, puisque la population est sans cesse exactement croissante. Et nous avons donc une autre agence qui est en cours de création, qui va gérer, qui va faire donc l'exploitation de tout ça. Donc c'est pour vous rassurer, pour dire que c'est une politique qui se met en place et qui a déjà anticipé sur les questions de changement climatique, les questions de démographie, donc l'accroissement des besoins, autant en eau potable que pour l'agriculture, que pour donc les industries. Merci beaucoup à vous, Monsieur Saïd Onkono. Vous êtes le directeur général de l'eau. Merci également Alain Tossono. Merci William pour votre participation à ce débat sur, on va dire, les progrès réalisés par le Bénin en termes d'approvisionnement en eau potable. Vous passez, monsieur, une excellente journée du mardi et à mardi prochain. Merci à vous. 5 sur 7 matin, encore un dernier rendez-vous à tenir, celui avec Marcel Arrossi. C'est le dernier qui vient boucler la boucle. À tout de suite.
Marcel Rossi, le Bénin prend en main sa filière volaille. Au 31 décembre 2024, vous pouvez dire merde au poulet congelé importé. Ces mots signés Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture, résonnaient déjà comme une promesse forte en avril 2023. Aujourd'hui, plus d'un an et demi plus tard, cette promesse est une réalité. Les importations de poulet congelé sont officiellement interdites au Bénin, selon l'économiste. Avec cette décision, le pays rejoint le cercle fermé des nations ouest-africaines qui protègent leur production avicole face aux importations de masse. Côte d'Ivoire, Sénégal, Nigeria, autant d'exemples où la filière locale a pu renaître grâce à des restrictions bien ciblées. Mais cette réforme, aussi audacieuse soit-elle, pose une question essentielle. Le Bénin est-il prêt? Pendant des années, le poulet congelé importé a régné en maître sur les marchés béninois. L'économiste du Bénin rappelle qu'en 2023, le pays a importé plus de 86 000 tonnes de viande de poulet, essentiellement en provenance de l'Union européenne. Un chiffre vertigineux qui fait du Bénin le deuxième plus gros importateur d'Afrique de l'Ouest, juste derrière le Ghana. Pourquoi une telle dépendance? La réponse est simple selon le journal. Le prix. Selon une étude du Centre allemand pour le développement rural publiée en 2021 et relayée par l'économiste du Bénin, la viande importée coûtait en moyenne 1540 francs CFA le kilogramme, soit 2 fois moins que la production locale. Une situation largement favorisée par les subventions agricoles européennes et les coûts prohibitifs de l'alimentation animale pour les éleveurs béninois. Résultat, en 2023, la production nationale de viande de volaille plafonnait à 10 432 tonnes, soit moins du quart des importations annuelles. Une décision courageuse, mais un pari risqué. Interdire l'importation, c'est donc forcer une mutation, un défi immense mais pas insurmontable. Comme le souligne l'économiste du Bénin, le marché avicole africain est l'un des plus dynamiques au monde, porté par une urbanisation galopante et une demande en forte croissance. Les exemples sénégalais et ivoiriens montrent que la substitution est bien possible à condition d'un investissement massif sur toute la chaîne de valeur. La Côte d'Ivoire a réussi ce pari avec Côte d'Ivoire, le Sénégal avec la Sedima. Le Bénin, lui, doit relever plusieurs défis. Par exemple, augmenter rapidement la production locale pour combler le vide laissé par l'arrêt des importations, réduire les coûts de production en baissant le prix des aliments pour volailles, investir par exemple dans la transformation pour offrir aux consommateurs des produits prêts à cuire comme le faisaient les importateurs. L'économiste du Bénin conclut que le succès dépendra de la capacité des éleveurs, des investisseurs et du gouvernement à répondre à l'équation de la compétitivité. La bataille pour un poulet 100% béninois ne fait que commencer. Et puis on en vient à présent au match de cet après-midi entre les Guépards du Bénin et les Bafana de l'Afrique du Sud. Vous nous relayez quelques propos des analystes. Bien sûr, les journalistes sportifs béninois surtout ne cachent ni leur déception ni leur espoir. Voici ce qu'ils pensent exactement d'après le champion quotidien d'information béninoise, information sportive. Surtout, le Bénin peut nourrir des regrets. Analyse par exemple Venance Agoropessi de Radio Bénin, soulignant une baisse de régime inquiétante en seconde période et une condition physique fragile. Carino Satia Chaoun, Afrique Sport, va plus loin. Nous avons concédé 2 points précieux. Maintenant, il faut un exploit. L'adversaire du jour, leader du groupe, s'annonce redoutable, mais les Guépards ont déjà prouvé qu'ils pouvaient rivaliser avec les meilleures équipes du continent, rappelle le champion. Cependant, il est essentiel de faire preuve de régularité et de détermination dans cette seconde moitié de la campagne éliminatoire pour Elvis Ressou. Malgré quelques fulgurances lors des 30 premières minutes, l'équipe béninoise a manqué de constance et de réalisme. Même constat du côté de Habib Ishola Aruna de A+ Bénin, qui souligne que le scénario du match contre le Zimbabwe laisse une frustration légitime. On peut regretter que l'équipe ait laissé passer une victoire qui lui tendait les bras. Le constat est unanime, il faudra de la rigueur et du mental pour renverser les Bafana ce soir au Félicia. Les Guépards jouent leur destin. Sauront-ils rugir au bon moment? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je reste positif.
Et bien sûr, ce soir, ce décryptage juste après le match, 7 à 19h, on refait le match. Entre Kinshasa et Kigali, Marcel Luanda met fin à sa médiation. C'est presque un aveu d'échec pour l'Angola, un tournant décisif dans la crise entre la RDC et le Rwanda. João Lourenço abandonne officiellement la médiation, laissant derrière un processus embourbé dans les tensions et les non-dits. Après 2 ans d'efforts pour rapprocher Félix Tshisekedi et Paul Kagame, le président angolais refuse de boire le calice de la frustration jusqu'à la lie, titre Wakat Sira. Ces tentatives de cesser le feu ont été balayées par la montée en puissance du M23 et les tensions diplomatiques. Le déclic, Télé 50 rappelle l'épisode du 15 décembre à Luanda où un accord de paix semblait à portée de main avant de capoter. Kigali exigeait que Kinshasa négocie avec le M23 une ligne rouge pour Félix Tshisekedi. Pire encore, alors que Lourenço espérait réunir les partis à Luanda le 18 mars dernier, le gouvernement congolais et les rebelles l'ont simplement ignoré, préférant se croiser à Doha sous l'égide du Qatar. Désormais, une question brûle sur toutes les lèvres, qui prendra le relais. Wakat Sira s'interroge, depuis le Qatar, l'EMI pourra-t-il imposer sa médiation? Pendant ce temps, le M23 continue son avancée militaire, plongeant Goma et Bukavu dans l'incertitude. Dans cette guerre où chaque acteur joue sa propre partition, Washington sous Trump va-t-il revoir sa politique? Paul Kagame lâchera-t-il finalement le M23 sous pression internationale? Autant de questions qui marquent une crise loin d'être résolue, alors que les Congolais continuent d'attendre un véritable horizon de paix. Et pendant ce temps, nous, on met un terme à 5 sur 7 matin du ce mardi, n'est-ce pas? Tout à fait. Merci, on se retrouve demain. Avec le même plaisir. Et voilà qui vient mettre donc un terme à la matinale 5 sur 7 matin du ce mardi 25 mars 2025. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques réunies autour de Timothée où on retrouve toute l'équipe demain. Demain, quand il sonnera très exactement 7h, 6h en temps universel. D'ici là, portez-vous très bien. Bon mardi à tous et à chacun. Paix et joie dans le monde. Salut.